vous allez avoir le tutorat entre élèves qui va concerner finalement un élève qui est plus ou moins expert dans un domaine ou dans une compétence. La symétrie parce qu'il va pouvoir aller aider un élève qui lui est un petit peu moins compétent. Formaliser pourquoi? Parce qu'on va voir justement si on ne veut pas tomber un peu dans les travers du tutorat qui serait l'effet tuteur, il va falloir qu'on formalise ça, qu'on encadre ça et finalement qu'on forme les élèves à ce que c'est que le tutorat. Donc on est vraiment dans quelque chose de ce côté-là, donc un cadre qui est formalisé sur une relation asymétrique entre élèves, parce qu'on est sur le tutorat entre élèves. C'est entre les élèves eux-mêmes en fait. Entre les élèves, effectivement. Donc là on ne va pas du tout vous parler du tutorat qui pourrait être fait entre un enseignant et un élève, mais là bien le tutorat entre élèves, entre pairs. Ça va pour la définition? Donc les points de vigilance, et c'est pour ça qu'on va voir qu'il va falloir formaliser tout ça, c'est qu'on s'en rend compte, c'est qu'un élève, si vous le mettez en position de tuteur, à force d'expliciter ce qu'il a compris, il va monter lui aussi en compétence, c'est-à-dire qu'il va pouvoir monter en abstraction par exemple sur un concept. Donc le fait de réexpliquer, lui-même va monter en fait le tuteur en compétence. Donc ça, il faut qu'on l'ait en tête. Le fait qu'un élève soit aussi en position de tuteur, eh ben, on lui dit qu'il sait, il est sachant, donc lui il a effectivement, il va développer une bonne estime de lui. Il va dire bah, moi je suis compétent, je sais faire. Et à l'inverse, l'élève qui est en position de tutorer, il peut avoir le ressenti, en tout cas ce qu'on lui renvoie comme image, c'est que tu ne sais pas. Et là il va falloir qu'on ait des points de vigilance, parce qu'à force de dire à un élève qu'il ne sait pas et qu'il ne sait pas faire, il peut s'imaginer qu'il devient incompétent. Et du coup il va falloir qu'on ait un petit peu ce point de vigilance en tête pour que chaque élève en fait soit à un moment donné tuteur. Si on développe du tutorat entre élèves, c'est que tous les élèves sont formés dans la classe et il faudrait que tous les élèves à un moment donné passent tuteur, qu'ils soient tuteurs et tutorés en fait. Parce qu'on peut toujours trouver une compétence qui est maîtrisée par chacun des élèves, que ce soit une compétence scolaire ou pas d'ailleurs, mais en tout cas que chaque élève passe dans cette position valorisante de pouvoir aider un autre élève à acquérir une compétence qu'il ne maîtrise pas encore. Et ça permet aussi de responsabiliser finalement. Oui. Parce que moi je vois, ces gens-là, c'est pas évident justement de la responsabilité, leur donner une responsabilité des fois aux élèves. Parce que malheureusement, il y a une confiance c'est une bonne responsabilité. Oui, effectivement. Excusez-moi, je vous interromps, mais à qui sont les affaires là? Parce qu'en fait, on anime un atelier. Parce que je disais. Pardon, merci. Il y a un sac là. L'objectif qu'on a en fait, c'est de vous présenter différents outils, apporter un cadre en fait pour permettre effectivement aux élèves de prendre cette responsabilité et l'autonomie de tout ce qu'ils peuvent s'apporter entre eux en fait. Puisque nous, à la fin, notre position deviendrait celle plutôt d'un guide sur l'utilisation des outils et on serait là aussi en support s'il y a besoin vraiment, parce que beaucoup d'élèves ont besoin d'aide ou d'autres, on peut reparticiper, mais vraiment laisser l'élève au centre de l'aide qu'il peut apporter et l'aide qu'il peut recevoir. On a du coup en deuxième étape, on comptait vous présenter différentes manières de leur apprendre à comment être tuteur, comment bien aider en fait. Et bon, pour moi, le collège, on passe par une création d'origami. Là, c'est les petits shadows que j'ai mis ici. Donc, en fait, on apprend en amont, avant la séance, on leur apprend à la moitié de la classe, on apprend à faire des shadows là. Donc, via des feuilles qui seront à disposition, là, je les ai mises de côté. Vous pourrez regarder, c'est un protocole très simple, d'ailleurs très inspiré du livre de Sylvain Connac, La coopération, ça s'apprend. C'est un livre qui est très orienté pour les primaires, mais si on adapte en fait pour des adolescents, ça fonctionne très bien aussi. Et du coup, voilà, on leur apprend à faire ça en amont, et puis pendant la séance, on va avoir différents élèves qui auront différentes tâches. C'est-à-dire qu'un élève va devoir apprendre à un autre à faire le shadok, mais seulement en lui expliquant par la voix. Un autre va devoir lui apprendre à faire le shadok en lui montrant comment faire. Un autre va avoir à lui apprendre à faire le shadok, mais en lui faisant faire à l'élève. Donc en fait, plusieurs étapes qui vont permettre de dire à la fin, en temps de métacognition, pour qu'un élève comprenne lorsqu'on l'aide, il a besoin qu'on lui parle, il a besoin qu'on lui montre, il a besoin qu'on lui fasse refaire. Donc en fait, cette séance permettrait à ce moment-là de pointer tous les critères qui permettent d'apporter une bonne aide à un élève.
Donc c'est la façon dont nous on procède au collège. Et à la fin, on fait construire des petites affiches, voilà, l'élève qui est aidé, l'élève qui aide, quels sont les critères pour bien aider un élève, quels sont les critères pour que je puisse être aidé correctement, c'est-à-dire que je dois commencer le travail, je dois commencer seul, je dois commencer à réfléchir seul. Si je commence par réfléchir seul, je ne peux pas être aidé correctement puisque je ne sais pas où est ma difficulté, je ne peux pas la cibler. Donc vraiment tout un travail qui est fait par la construction d'une petite origami qui permet aux élèves d'apprendre comment on fait pour aider. Et à la fin, ce qu'on fait nous aussi, c'est qu'à la fin ensuite de chaque séance d'aide, on leur distribue une fiche d'auto-évaluation de l'entraide, c'est-à-dire que dans quelle matière j'ai été aidé, qui m'a aidé et de quelle façon il m'a aidé. Comme ça, à la fin, nous, on a un regard aussi pour savoir est-ce que les élèves arrivent à l'appliquer après, et s'ils n'arrivent pas à l'appliquer, on recommence sous une autre méthode, une autre formation, mais en tout cas, un moyen de vérification, de voir si l'aide est bien effective, et si en tout cas l'élève qui est aidé arrive à la ressentir, cette aide, arrive à reproduire après les choses qu'il a appris. Parce que le but, c'est pas qu'il soit tout le temps aidé comme on l'a dit. Alors ça, c'est une question. Cette feuille, du coup, elle est pour vous, elle n'est pas forcément pour l'élève? Alors, elle est à la fois pour l'élève parce que du coup, ça lui fait conscientiser comment est-ce... Alors, on en a deux en fait, pour l'élève qui aide et pour l'élève qui est aidé. Il y a les deux versions. Et du coup, pour l'élève qui est aidé, ça lui fait conscientiser comment est-ce qu'il a été aidé et est-ce que ça lui a servi en fait. Et pour l'élève qui aide, ça lui permet aussi de prendre conscience de comment est-ce qu'il a aidé et est-ce qu'il pense que là, son camarade va réussir à refaire tout seul après. Donc ça permet de faire un retour prof parce que nous on ramasse ces feuilles-là, mais aussi un retour sur l'élève qui dit ah oui là j'ai vraiment aidé de cette manière-là, est-ce que c'était la bonne manière, je peux me questionner. Ces feuilles sont à disposition dans les différentes matières, exactement. Selon les situations. Oui, exactement. Dans quel moment dans l'année on peut faire ça? La rentrée en septembre? Alors, la formation au tutorat, effectivement, plus vite c'est dans l'année, mieux c'est, puisque pour qu'on puisse faire passer tous les élèves en position de tuteur, ça dépend combien de temps on les a. Moi, dans ma matière, c'est 1h30 en moyenne par semaine. Donc, effectivement, moi, c'est quelque chose de début d'année. Comme ça, je vais pouvoir faire en sorte que tous les élèves passent dans cette position. Alors, après, on a quelque chose de plus formalisé aussi. Ça peut être tuteur sur plusieurs matières, mais là... faut avoir un accord avec toute l'équipe où chaque collègue, par un contrat signé par l'élève, entre les deux élèves, j'accepte d'aider l'élève sur la compétence, je sais pas, ranger ses affaires ou sortir ses affaires ou écrire au bon endroit dans le cahier. Bref, des compétences pas du tout scolaires, mais en tout cas d'organisation. Ça peut être ça dans plusieurs matières, un contrat sur, je sais pas, 6 semaines. Et à la fin de ces 6 semaines, un bilan avec les deux élèves, est-ce que ça a bien marché ou pas. Mais ça peut être vu sous plusieurs cas, sous plusieurs formes. Dans tous les cas, effectivement, pour moi, plus vite on forme, plus vite les élèves vont pouvoir comprendre comment est la bonne aide et du coup ils vont pas essayer de la chercher eux-mêmes parce que s'ils essayent de chercher eux-mêmes, peut-être qu'ils vont pas trouver les bons moyens au début et puis après pour revenir dessus, c'est peut-être pas forcément facile. Oui, alors on a un collègue de lycée qui avait apporté, alors là on l'a pas, mais dans le cahier pédagogique, il y a aussi sous forme d'origami en fait, sauf que là le shadow c'est trop facile pour les lycéens, donc en fait c'est la grenouille, mais en fait sur le même principe, en plus difficile. Ouais, c'est Laurent Reynaud, vous connaissez peut-être, qui travaille au lycée Fédère, du coup, donc ils ont des classes coopératives, et au sein de ces classes coopératives, il y a aussi une formation au tutorat donc pour les lycéens. Et eux, ce qu'ils proposent, donc, c'est effectivement une origami autour d'une grenouille, tout ça un petit peu peut-être complexe, la grenouille pour un lycéen. C'est vrai que peut-être toi, ce que tu proposes, la tête ou... Shadow, c'est pour les 5e, donc forcément, faut pas que ce soit trop compliqué non plus. Moi, je sais qu'en SVT, je pars sur une maquette de volcan en 4e, ça me permet en même temps de faire du contenu disciplinaire et en même temps de réfléchir à comment je peux aider justement l'autre sans faire à sa place. Par exemple, je prends l'espagnol, comment je lui ramène la chose? C'est-à-dire... Dans le cours, oui, vous voulez dire dans le cours d'espagnol? Alors, déjà, il faudrait voir si avec le professeur principal, il est possible, parce que c'est vrai que nous, on fait beaucoup de choses en vie de classe. Donc, est-ce qu'il est possible déjà, pendant une vie de classe, en co-animation, ou même si le professeur principal peut
prendre du temps, ou en AP, parce que je sais qu'il y a de l'AP par exemple, en tout cas des choses qui ne soient pas peut-être sur le cours en lui-même d'espagnol. Sinon, si c'est dans votre cours d'espagnol que vous estimez que vous avez envie de mettre en place du tutorat, ben, on prend le temps de le faire. C'est pas du temps perdu en fait, parce que là c'est une façon avec la grenouille, l'origami. Moi je sais que même au collège, et ça pourrait être fait du coup aussi au lycée encore plus, moi je pars plutôt d'une réflexion, parce que je trouvais que, alors j'ai la maquette etc, mais moi ça me suffisait pas pour les amener à réfléchir à ce que c'est qu'aider. Et du coup, je suis partie sur une citation de Confucius qui est celle que je leur présente aux élèves et je discute avec eux. C'est quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Et avec cette phrase, donc je leur demande, vous voyez, qu'en pensez-vous? Donc ils écrivent d'abord de façon individuelle et après on y réfléchit collectivement. Quel est le sens? Voilà, en fait, qu'est-ce qu'on veut? Quel est l'objectif du tutorat? C'est pas que l'élève à chaque fois il soit aidé, c'est qu'à un moment donné il arrive à une autonomie cognitive, à une autonomie intellectuelle et qu'il se débrouille par lui-même, c'est ça qu'on veut. Et ça, il faut vraiment pas le perdre de vue. Et du coup, ça me permet de faire conscientiser aux élèves et surtout qu'ils y réfléchissent. Je sais que je leur propose aussi une deuxième activité parce que bien souvent, j'ai eu le constat où quand vous demandez à un élève en cours, que ce soit sur des activités numériques ou autres, d'aller aider, la première chose qu'ils font, ils prennent la souris et ils font à la place d'eux. Et là, c'est leur dire, mais est-ce que là, tu es en train d'aider quand tu es en train de faire ça ou pas? Donc là, moi, je leur propose justement à partir d'une petite, à partir de cette situation de classe, comment on pourrait faire en fait pour aider. Est-ce que aider, c'est faire à la place d'eux ou alors c'est l'accompagner intellectuellement et cognitivement pour qu'ils puissent avoir des ressources et qu'ils puissent faire tout seul. C'est ça qu'on veut, c'est qu'ils puissent refaire tout seul sans aide. Et donc là, c'est quand même, voilà, c'est là où on dit que c'est formalisé. C'est qu'il faut le faire conscientiser chez les élèves, qu'est-ce qu'on veut. Et du coup, ça passe par une formation. Cette formation, elle peut d'ailleurs s'achever, c'est ce que propose Sylvain Connac, par un brevet de tuteur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de former tous les élèves à ce que c'est qu'aider, à ce que c'est qu'un jour être tuteur, parce qu'ils veulent tous être tuteurs. Que ça soit plus ou moins long ou formalisé dans la durée, mais en tout cas à un moment donné s'appuyer dans notre cours. Moi par exemple j'ai des tuteurs ou des référents par le microscope. Je peux avoir des tuteurs ou référents sur le numérique. Vous voyez, on peut aussi mettre sur ça peut être sur l'utilisation de tablettes en langue par exemple. Ça permet juste aussi à un moment donné de nous souffler, c'est-à-dire qu'à un moment donné quand les élèves font et qu'ils expliquent, ils arrivent mieux que nous. Et nous ça nous permet pendant ce temps-là de faire autre chose et d'aller vers les élèves qui ont plus besoin d'un point de vue aussi, peut-être sur un plan pédagogique et pas matériel. Parce que nous on a du matériel aussi en SVT. Moi j'ai pas mal de référents par exemple sur le matériel. Ou alors on peut arriver aussi à la force qu'ils se débrouillent tout seuls. Mais dans un premier temps on les accompagne avec justement du tutorat, avec cette formation. Comment je vais pouvoir accompagner les autres qui vont. Et du coup, Sylvain Connac propose aussi un brevet de tuteur. L'idée, c'est que tout le monde l'ait et tout le monde le passe. Et là, c'est juste s'assurer qu'on est bien d'accord sur ce qu'on attend. Quand j'ai une posture, quelle est ma posture de tuteur et quelle est ma posture quand je suis tutorée. Donc là, il y a des affiches que j'ai récupérées sur internet que vous pouvez trouver facilement, qui permettent de résumer et de reprendre avec les élèves. Voilà, quels sont les gestes et les postures de l'élève qui est tuteur et quels sont les gestes et les postures de l'élève qui est tuteur. Et qu'est-ce que j'attends de l'un et de l'autre. Pour se expliciter, se mettre d'accord sur ce qu'on attend de tout ça. On va peut-être passer à un autre point, si tu veux. Oui. Du coup, une fois qu'ils sont formés, on peut les aider en fait à mettre en place soit l'entraide, soit le tutorat. Donc le tutorat sous forme de contrat ou l'entraide grâce à différents outils qui sont du coup plus simples. Le tableau blanc, donc c'est Emmanuel qui l'utilise. Deux colonnes, je te laisse expliquer du coup pour oui, alors là en fait, moi du coup dans nos classes coopératives, on a justement une heure de classe et on a aussi une heure d'entraide. Et sur cette heure d'entraide, moi ils font un peu ce qu'ils veulent. Dans le sens où s'ils ont envie de travailler sur une évaluation, parce qu'ils ont une évaluation la semaine d'après, qu'ils ont envie de se mettre en petit groupe pour travailler, ils bossent là-dessus. S'ils ont envie de travailler sur n'importe quoi, ils font un peu, ils s'organisent un peu comme ils veulent. À partir du moment où ils ont bien eu cette formation, où ils peuvent s'entraîner. Mais l'heure d'entraide, elle est libre en tant que telle. Mais il y a aussi un tableau. Alors ce tableau, ça peut être, moi je leur demande déjà par exemple, s'ils n'ont rien à faire, déjà ce qu'ils ont à faire. Donc il y en a un par exemple qui se lève à chaque fois qu'il a listé tout ce qu'il y a à faire. Les groupes qui sont en train de travailler sur une matière, ils se lèvent et ils écrivent, nous notre groupe on est en train de travailler sur tel truc en français, etc. Comme ça, et les autres élèves ont aussi une visibilité de ce qui se passe dans la classe. Donc chaque groupe peut inscrire ce qu'il est en train de faire.
Et après, du coup, il y a de l'aide ou de l'entraide qui va pouvoir s'installer. C'est-à-dire que si un élève se rend compte que l'autre groupe il est en train de travailler sur du français, il va pouvoir soit y aller, donc voilà, il y a cette modalité-là, c'est-à-dire par rapport au visuel, il sait qu'il peut y aller, ou alors même l'expliciter, parce que j'ai 2 tableaux, sur une ligne, j'ai besoin d'aide, donc un tel va pouvoir aller également s'inscrire s'il a envie, et dire, bah moi j'ai besoin d'aide en mathématiques. Si par exemple on voit qu'il n'y a pas de groupe mathématique dans la classe, du coup, il peut aller s'inscrire et dire bah, moi j'ai besoin par contre d'une aide en maths. Et là, on peut voir au sein de la classe comment on va pouvoir aller aider cet élève. Donc c'est plus ou moins voilà, formalisé sur ce tableau. Moi, ça dépend des heures d'entraide. Moi, si un élève il voit qu'il y a un groupe de français qui est en train de bosser, il en a besoin, bah, il va y aller. Il passe même plus par le tableau en fait. Enfin, comment dire, il s'inscrit plus en tant que tel. Il voit juste que dans le, effectivement, il y a un tel qui travaille là-dessus. Moi, ça m'intéresse, je vais y aller. Et ça n'a même pas besoin d'être formalisé sous forme d'une heure d'entraide, hein. Ça peut être lors d'une séance de cours civique. Le tableau séparé en 2, j'ai besoin d'aide et je peux aider. Donc un élève qui avance rapidement dans ses exercices, il va s'inscrire au tableau dans je peux aider. Voilà, j'avance rapidement. Par rapport au temps qui m'était donné, l'exercice 1, on m'avait dit en 5 minutes il faut le faire. Bah, là en 2 minutes je l'ai terminé. Pour moi il était très facile. Donc en fait je vais être rapidement disponible pour pouvoir aider les autres. Et au contraire, bah, moi je suis bloqué, donc je me signale dans la colonne je suis bloqué, j'ai besoin d'aide. Et du coup à ce moment-là, bah, les élèves ont juste à regarder au tableau, ou nous s'ils ne le font pas au début de l'année, vu que ça faut que ce soit systématique à un moment, mais nous on peut les aider à ça. Ensuite ils lèvent la tête au tableau, hop, moi je peux aider, je suis disponible, je vois que cet élève a besoin d'aide, je peux me diriger vers lui. Donc il faut aussi accepter nous dans nos classes ce moment d'autonomie où l'élève a le droit de se lever sans autorisation, parce que je sais que là à ce moment-là il va aller aider son camarade. Moi par exemple dans ma classe, c'est souvent lors des séances d'exercice où j'utilise le tétraède, donc très basique, hein. En papier ça tient pas beaucoup, mais on en refait quelques-uns par année, mais là ça fait maintenant 3 ans que je les ai. 4 côtés, 4 sommets. Un premier, c'est je suis pas disponible pour dire bah, tout le monde commence l'exercice, donc personne ne peut être disponible en fait. Parce qu'il faut d'abord essayer avant de pouvoir demander de l'aide. Donc tout le monde n'est pas disponible, personne n'est disponible. Ensuite, en fonction de la j'ai mis au tableau du temps indicatif pour l'exercice, bah, je deviens disponible ou je commence à être bloqué. Et à ce moment-là, moi au tout début, bah, je suis un petit peu le guide, c'est-à-dire je vois le repère visuel vert, je peux les orienter vers tous ceux qui ont le repère visuel rouge. Et puis à la fin, bah, ils prennent l'habitude de, quand je suis disponible, je regarde rapidement sur ma rangée, ah oui, tiens, je vois qu'il y en a un qui a besoin d'aide, bon, bah, je peux aller voir rapidement pour le débloquer. Bon, au tout début de l'année, moi je reste aussi en support, hein, mais au fur et à mesure, ça se débloque et les élèves prennent l'habitude parce qu'en fait, plus c'est travaillé de façon ritualisée en fait, il n'y a pas besoin de 1000 outils en fait, on peut prendre juste un outil, mais plus c'est ritualisé et plus les élèves le prennent en main. Ouais. Et le tableau, où il s'inscrit Alors le tableau c'est Emmanuel qui l'utilise, moi vraiment je suis sur le tétraède et bon, c'est la pratique que j'utilise depuis 3 ans maintenant et pour l'instant vu que ça fonctionne bien je le garde. Et vu que je le ritualise, que je le fais, je dirais, aller toutes les 3 séances, à la fin, ils prennent rapidement. Je pense qu'il est important, c'est d'avoir l'outil avec lequel nous, enseignants, on est à l'aise, essayer, après avec les élèves, et voir là où on est à l'aise dans les deux. Voilà, est-ce que c'est le tétraède, est-ce que c'est juste le tableau, parce que moi des fois c'était plutôt rapide en fait, c'était juste une question de simplicité. Il existe, et on vous l'a apporté, le carré aide, c'est si vous ne voulez pas passer par la petite pyramide en 3 dimensions, et ça en fait l'idée c'est de le poser juste sur une trousse, pendant une trousse, et en fait pareil c'est la même façon, vous pouvez tourner, c'est juste que du coup ça a collé à une trousse. C'est plus simple que d'aller construire ça. Vous avez juste à plastifier, découper. Tout dépend de ce qui peut être intéressant, c'est aussi si vous avez le temps en heure de vie de classe ou autre, c'est de les faire construire. C'est-à-dire leur faire réfléchir à quel outil eux ils trouveraient pertinent pour faciliter l'entrée dans la classe. Voir avec eux. Et s'ils arrivent à trouver des idées là-dessus, on peut construire un outil. Et puis c'est eux qui le construisent en fait. Donc vous êtes vous prenez une classe entière. Quand vous êtes en
en situation où j'utilisais le tutorat, vous êtes tout le temps en classe entière. Oui. Ouais. D'accord. Et après, j'avais une deuxième question, c'est l'heure d'entraide, elle s'ancre, qu'est-ce que vous appelez, c'est dans vos heures de cours? Alors en fait, ça a été mis dans le du projet. devoir C'est fait. un projet qui est en partenariat justement avec la Cardi. Donc la Cardi ne finance pas, mais elle accompagne. Mais à partir du moment où vous avez un accompagnement, il y a une espèce de reconnaissance, une validité. Enfin, on reconnaît que votre projet quand même il vaut quelque chose et du coup vous pouvez entre guillemets aller le partager avec la direction et demander du coup des heures. Et du coup c'est vrai que ces heures, nous là, elles ne sont pas des heures postes, c'est pas des heures, c'est des heures qui sont prises sur l'enveloppe par exemple devoir fait, parce que dans l'heure d'entraide il y a aussi tout ce qui est accompagnement au devoir et enfin, qu'on appelle devoir fait en fait. D'accord. Donc ça c'est un moyen de financer si c'est ça la question. Oui, est-ce Moi, que je c'est les ai un en classe projet, entière. voilà, est-ce que c'est un projet ciblé ou par exemple C'est moi, dans mon l'année projet, c'est prochaine une fois par j'aimerais semaine. bien. Et toi, je les ai Est-ce que vendredi en dernière heure. Oui. C'est pas la meilleure heure, mais voilà. Mais effectivement, du coup, c'est en classe entière. Du coup, dans cette heure d'entraide, on formalise du tutorat, on formalise comment je vais aider. Globalement, ça fonctionne avec, par exemple, avec les profils d'élèves. Moi, je sais que j'ai 2 secondes avec le souci de relation avec ses camarades, avec les élèves en l'occurrence. Je sais pas, je me demande, est-ce que ça fonctionne avec vraiment tous les élèves, enfin avec tous les profils d'élèves, avec des élèves justement un peu qui ont du mal à établir des relations avec leurs camarades, etc. Alors, pour moi, il n'est pas question de forcer un élève à participer à l'entraide. Par contre, souvent, il y a aussi l'effet de groupe qui participe, c'est-à-dire que cet élève qui est en difficulté, il est aidé par un autre, et l'élève qui veut jamais être aidé, il voit que les autres réussissent à progresser ensemble parce que il y a cette entraide qui se fait. À la fin, il va se sentir aussi avec un besoin d'aide, même si peut-être qu'il a des problèmes relationnels, je ne connais pas du tout, mais souvent, alors on ne force pas, c'est-à-dire qu'il a le droit de ne pas vouloir être aidé. C'est un choix, il faut vraiment que l'élève il choisisse, là j'ai besoin d'aide, je le signale, mais vraiment je choisis d'être aidé. C'est un choix, on ne peut pas le forcer. Et par contre, souvent c'est l'effet de groupe qui fait que tous les élèves à la fin vont participer à cette chose-là. Après, là, peut-être c'était un peu différent là, votre question. Parce que là, c'est aussi un accompagnement par rapport à un élève qui est en conflit. C'est ça, si j'ai bien compris. Donc, on n'est pas trop sur des capacités scolaires, là. On est sur un peu autre chose, si j'entends bien ce que vous dites. Non, c'était pas. Non, parce que si je veux par exemple lui faire du tutorat, etc., je dois le responsabiliser quelque part. Donc je dis, par exemple, je sais que j'aurai des difficultés avec lui. Alors, de lui-même, peut-être qu'il n'ira pas. Et on ne force pas. On le forme. La formation est obligatoire, mais on ne l'oblige pas à être tuteur ni tutoré. Oui. Et moi, dans mon heure d'entraide, j'ai des élèves qui veulent travailler tout seuls. Et des fois, ils veulent travailler tout seuls, des fois en groupe. Maintenant, ils veulent réviser leur chant en groupe. Ils y vont. Il faut avoir cette attitude-là aussi. On n'impose pas. L'heure de devoir fait, sauf que c'est fait de façon classe entière. C'est un peu formalisé, c'est un peu avec, avec de l'aide, ou de l'entraide, ou du tutorat. Oui, voilà, disons que j'ai essayé de faire quelque chose avec une classe entière, dans un esprit de classe coopérative. Et ça peut aussi être imaginé sur une heure de cours qu'on a nous. Alors ce serait une heure qu'on pourrait penser remédiation, je sais pas, sur une compétence. Préparation, l'évaluation. Voilà, qui veut travailler sur cette compétence, à un moment, remédiation, entraide, ça marche aussi. Il y avait d'abord J'ai une question du coup sur les heures de cours. Tu as partiellement répondu, j'ai l'impression que tu es plutôt sur des trucs de méthodo ou de remédiation, mais par exemple sur l'acquisition de connaissances. Moi je suis en lycée, donc ça arrive qu'il y ait des moments en autonomie où personne n'arrive à avoir la réponse. Et là, du coup, est-ce que l'enseignant a le droit d'intervenir si au moment tout le monde a un triangle rouge? Ah bah oui, mais il doit. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, peut-être que des fois ce qu'on peut proposer c'est trop d'un point de vue cognitif. Ouais. Si c'est trop d'un point de vue cognitif, déjà la plupart des élèves ne vont pas s'engager parce qu'ils ne peuvent pas en fait trouver la solution. Donc si tu vois qu'à un moment donné personne ne trouve, oui, ils peuvent intervenir, c'est-à-dire que c'est un peu trop. C'est-à-dire qu'il leur manque quelque chose, soit un lien pour comprendre, soit une connaissance au préalable qui n'est pas là. Donc là effectivement il faut absolument
Enfin, absolument. En tout cas, il faut intervenir pour ne pas laisser ce... Il y a des fois où ça arrive en fait, dans le travail en atelier, des fois où ça arrive, un truc qui bloque. Après, c'est ce dont parlait M. Marcelet ce matin, c'est-à-dire que se rendre compte que je ne sais pas est déstabilisant, est désagréable, mais il est nécessaire en fait. C'est se rendre compte que je ne sais pas, et c'est le temps de savoir. Pas l'exercice de maths, on peut passer des heures, on ne va pas passer 4 heures sur l'exercice de maths, mais à un moment donné, c'est se rendre compte que oui, mais je ne sais pas, alors quelle stratégie? Et là, passer par les autres, ça peut être, au bout d'un moment, si j'y arrive pas tout seul, parce que c'est important aussi de se dire, est-ce que tout seul, déjà, je sais faire ou pas? Si j'y arrive pas, bah tiens, comment t'as fait toi? Et là, ça c'est hyper efficace entre eux. C'est demander à l'autre, mais toi, c'était quoi ta stratégie? Comment t'as fait pour faire ça? Et toi, t'as fait comment? Et en plus, on peut voir qu'il y a des stratégies différentes, bien souvent. Et là, ça peut être hyper intéressant, effectivement, que bah, les autres, ils ont su, ok, bah, ils vont m'expliquer. Ça marche, les interromps 2 petites secondes pour vous indiquer que nous allons tourner dans 5 minutes. D'accord. Voilà. Bah, sinon, si c'est une question purement connaissance, si le problème ne... par exemple, moi, les questions de problème, il se peut que ça pose un vrai problème à beaucoup d'élèves parce qu'effectivement, la solution, la démarche n'est pas forcément acquise à un certain point et du coup, oui, on reprend ensemble. Mais si c'est une question purement connaissance et que la réponse est dans le cahier, moi, une séance d'exercice, ils ont le droit de prendre le cahier, de chercher. Au contraire, au moins, ça montre qu'ils savent où est la réponse dans le cahier et ça leur permet après de pouvoir réviser au bon endroit. Ça développe des stratégies en fait. On travaille de manière individuelle, autonome. Oui. Merci. En fait, c'est la coopération pour développer l'autonomie cognitive. Parce que généralement, on les met en opposition. Enfin, curieusement. Alors qu'en fait, la coopération est une modalité pour qu'à la fin, l'élève devienne un apprenant autonome. Oui. Par rapport à Le tétraèdre. c'est par élève. Ah oui. Du coup, quand on voit que la pointe, c'est à ce moment-là. Il me met disponible, c'est le vert qui est au mot. Mais si c'est un carré, comment est-ce que le message... Ah, il tourne. Mais du coup, il appuie sur la trousse. C'est sur la trousse et ou sur un truc comme ça. Et l'autre, au secours, tout va bien, c'est comment? À côté, à côté, madame. Celui-ci. Alors, celui-là, En fait, ça c'est un autre type que j'ai trouvé. Parce que moi, celui-là, j'aimais bien les pictos. Oui, mais du coup, il faut les séparer les pectos et Ah oui, chacun lève son alors pecto. attends, j'ai pas le nom. Il est là. C'est celui qui va avec lui. D'accord. Non, c'est juste que là, je l'ai pas. Sur Internet? En fait, celui-là, je voulais le présenter parce que ça dépend pareil de ce qu'on a envie. Celui-là, c'est que les pictos, mais du coup, il faut d'abord expliciter aux élèves ce que veulent dire les pictos. Oui. Et moi, j'aimais bien parce que c'est pas trop chargé. Celui-là, je le trouve très chargé. Après, tout dépend de. Voilà. Mais je trouvais ça intéressant de vous en présenter plusieurs. On télécharge. Oui, alors après, nous, on peut mettre aussi. Faut qu'on voit, mais si vous voulez toutes les ressources, on peut les mettre en lien, peut-être faire un article avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous voulez? Pour les imprimer. Bah, on vous mettra tout ça. On va demander à Madame Kitten qu'elle nous fasse un petit article sur le site de la CARDI avec le retour d'aujourd'hui, JAI, et vous aurez tout ça.